Bonjour tout le monde. Je vais me présenter. Je suis Dr Trify. Je suis maître assistante en physiologie clinique, maladie métabolique et nutrition. Donc, je vais vous assurer vos cours de physiologie pour ce deuxième semestre. On va commencer donc par la physiologie de la membrane cellulaire. Mais avant d'aborder donc notre cours pour aujourd'hui, notre question, il faut savoir déjà qu'est-ce que physiologie. Donc, comme vous l'avez vu lors du premier semestre, donc vous avez étudié l'anatomie essentiellement. Et dans l'étude de l'anatomie, vous avez étudié les différentes parties du corps. Peut-être que vous avez fait que membre supérieur. À fur et à mesure que vous avancez dans les cours, donc vous allez apprendre à connaître les différentes constitutions de notre organisme. Et là, dans le module de physiologie, là, on vient vous donner le mode d'emploi donc de cet organisme. Autrement dit, donc, c'est d'étudier le fonctionnement et le rôle donc mécanique, physique et biochimique donc des différentes parties du corps, des différents organes constituant donc notre corps. L'étude de la physiologie ou la science, c'est une science donc, qui remonte à longtemps. Ça a commencé 420 donc, avant Jésus par Hippocrate lors à l'ère donc, de la Grèce antique. Par la suite, dans l'ère donc moderne, il y a eu Monsieur Claude Gallien qui a fait des expériences sur les différents organes dans le but de connaître donc, le rôle et le fonctionnement de ces derniers, donc faisant de lui le premier fondateur de la physiologie expérimentale. Voilà, c'était un petit passage sur le module. Donc, qu'est-ce qu'on va faire plutôt cette année? Donc, plutôt ce deuxième semestre, c'est de comprendre donc, le fonctionnement de certains organes. Donc, on ne pourra pas les faire tous. Donc, vous allez poursuivre l'étude de la physiologie la prochaine, enfin, lors de la deuxième année. Donc, il faut savoir aussi, avant de commencer notre cours, que pour maintenir en vie les cellules, donc une condition indispensable, c'est de créer des systèmes de communication. Donc, moi, je suis en train de vous expliquer depuis tout à l'heure, et pour pouvoir communiquer avec vous, donc on a choisi un langage pour que vous puissiez me comprendre. C'est ce qui se passe exactement au niveau de notre corps. Donc, une cellule parle à une autre, ou un ensemble de cellules constituant un organe parle à un autre. Euh, les méthodes de communication seront assurées essentiellement par deux systèmes qui seront donc le système hormonal et le système nerveux. Pour le système hormonal, donc, c'est un système qui va contrôler et qui va surveiller la croissance de certains tissus, qui va réguler la production de substances nécessaires à l'organisme, essentiellement donc les hormones, parce qu'il faut savoir que la fonction principale d'une cellule est de produire des protéines. Et donc, les hormones, ces protéines, ils peuvent être donc des protéines qui servent à la constitution des muscles de notre organisme, à la constitution donc de l'organisme en général. Ils peuvent servir comme protéines porteuses, ils peuvent servir comme protéines euh, transporteuses, donc qui transportent certaines substances au niveau du sang. Ils peuvent servir comme des hormones. Donc, tout ce qui est donc messager à l'intérieur de l'organisme est de nature protéique. Donc, la production de protéines est très importante dans la cellule et c'est sa mission principale parce que ces protéines vont avoir donc plusieurs fonctions. Et arrivons au deuxième système qui est le système nerveux, donc il va permettre de transmettre des informations qui seront donc des messages nerveux. Il permettra d'assurer une relation entre les différents organes et il va nous permettre de nous informer sur l'environnement pour pouvoir donc élaborer certains comportements. Arrivons donc à notre cours pour aujourd'hui. Donc le premier chapitre qu'on va aborder, c'est la physiologie de la membrane plasmique. Au fait, en termes de structure, donc vous l'avez vu en cytologie, en histologie, donc vous connaissez que la membrane plasmique est composée essentiellement d'une bicouche lipidique. Donc on ne va pas s'étaler trop sur la structure, mais plutôt on va étudier les rôles de cette membrane plasmique. En gros, donc l'idée qu'on a sur la membrane plasmique,
c'est une barrière ou une frontière physique qui va séparer deux milieux qui seront différents par leur composition, notamment en électrolytes, permettant donc de séparer le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire. Mais au fait, les rôles de cette membrane vont dépasser ou vont dépasser ce rôle donc primaire. Cette membrane va pouvoir nous assurer le transport de certaines substances. Donc, c'est une frontière ou c'est une douane. C'est pas n'importe quelle substance qui peut passer librement à travers cette membrane. Donc, il faudrait créer des mécanismes de transport pour une substance peut passer du milieu extracellulaire vers l'intérieur de la cellule, mais aussi le sens inverse, parce que la cellule est considérée comme une grande usine qui permet de produire des substances, notamment les protéines, et de les exporter donc à l'extérieur de la cellule. Donc, le passage, il va se faire dans les deux sens, du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire et du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. La deuxième fonction qu'on va prendre, c'est la transmission de l'information. Cette membrane permet, donc la transmission de l'information permet qu'une cellule communiquera avec une autre. Ceci est possible donc par le système nerveux, à travers le système nerveux, ce qu'on va étudier, donc l'électrophysiologie ou le signal électrique, et aussi la transmission donc synaptique. Donc un nerf peut communiquer avec un autre et peut communiquer avec un muscle. Et en troisième lieu, c'est l'interaction ligand-récepteur. Quand on dit interaction ligand-récepteur, ligand, ben, c'est une substance qui peut être un ion, qui peut être un gaz, qui peut être une protéine, qui peut être une hormone. On verra ça quand on fera le cours. Et un récepteur, donc ce récepteur peut être situé au sein donc, de la membrane plasmique, comme il peut être situé à l'intérieur carrément de la cellule. D'habitude, on commence par les transports membranaires, mais j'ai choisi cette année de commencer par le deuxième rôle qui est la transmission de l'information et de traiter donc en premier lieu les potentiels, tout ce qui est potentiel de membrane et d'action, donc l'électrophysiologie, de comprendre les différents mécanismes de l'électrophysiologie, d'étudier la transmission synaptique. Après, on passera au transport membranaire et aux interactions ligand-récepteur. Un petit passage donc, sur la structure. Donc, vous savez tous qu'une cellule est composée essentiellement donc, du noyau. Le noyau est l'organite donc le plus important de la cellule parce qu'il est le siège de notre génome, il est le siège de l'information de notre organisme, de notre cellule. Et qui dit noyau, donc il va dire production donc, de protéines, va dire lysosome, va dire appareil de Golgi, et va dire aussi mitochondrie, puisque c'est comme on sait tous que le glucose est le seul substrat énergétique de l'organisme, donc l'organisme va dégrader ce glucose pour obtenir l'énergie nécessaire sous forme d'ATP. Et ces différentes parties de transformation donc, se feront grâce aux petits poumons de la cellule qu'on appelle mitochondrie. Pour la membrane plasmique, donc la membrane, elle est constituée essentiellement donc, de la bicouche lipidique. Donc, il y a les zones hydrophiles qui seront dirigées vers l'extérieur et les zones hydrophobes vont être dirigées à l'intérieur. À travers donc, ces bicouches lipidiques vont venir s'installer des protéines, ils vont être ancrées. Donc, on aura les protéines membranaires intégrales, ça veut dire intrinsèques. On aura les protéines membranaires périphériques et on aura aussi des constituants importants qui seront les glycoprotéines et les chaînes d'oligosaccharides liées aux protéines. C'est les donc, protéines et les glycolipides qui vont servir comme moyen pour la reconnaissance de la cellule. Donc, c'est ces composants-là qui vont donner l'identité de la cellule et donc reconnaître les différents organismes étrangers à notre corps.
Donc, revenons aux fonctions de cette membrane biologique. Donc, il y a essentiellement, comme on avait dit tout à l'heure, la compartimentation, donc séparation de l'extérieur de l'intérieur de la cellule. Donc, les échanges d'informations avec d'autres cellules, c'est la communication donc, cellulaire proprement dit à travers des récepteurs hormonaux et des jonctions, et par la régulation aussi du transport donc, des différentes constituants circulant dans le sang, comme les ions, les protéines, les sucres et les graisses. Aussi les mouvements cellulaires qu'on verra lors des transports, lors du cours des transports membranaires, donc l'endocytose essentiellement et l'exocytose. Donc les phénomènes de reconnaissance que vous allez voir l'année prochaine en immunologie et les contacts donc cellule-cellule. Ça, c'était un petit passage sur la structure. Allons directement donc à notre cours proprement dit qui sera donc Pardon, donc je vais partager avec vous le deuxième cours, qui est donc l'étude de la communication à travers le système nerveux. Et quand vous savez que l'unité fonctionnelle du système nerveux est le neurone ou le nerf, donc on va étudier, pour cela, on va étudier donc la physiologie du nerf. Donc, il faut savoir que le système nerveux est composé donc de cellules nerveuses, de ce qu'on appelle aussi neurones, et que chaque neurone est entouré de cellules de soutien qu'on appelle aussi les cellules gliales. Et que tous les processus vitaux pour se passer dans notre organisme ont besoin pour se réaliser des neurones et donc de sa fonction de transmetteur. Donc, il s'agit d'un outil donc, un outil qui va nous permettre de transmettre donc l'information sous forme d'un flux nerveux. Donc, pour les objectifs de notre cours, donc à la fin du cours, il faut que vous ayez en tête l'organisation générale du système nerveux. Parce qu'on va, cette organisation, elle va submerger quand on fera l'électrophysiologie, elle va submerger quand on fera le système nerveux périphérique, l'étude du muscle, et l'année prochaine, Inch'Allah, quand vous allez étudier le système nerveux central. Il faut savoir aussi décrire une cellule nerveuse. Donc, il s'agit d'une cellule comme les autres cellules, mais sa structure ou son architecture va être un peu différente parce que sa fonction est différente et particulière. Arrivant donc à l'objectif le plus important du cours, c'est de connaître les principes et les mécanismes de l'électrophysiologie. Donc, arrivant donc à l'organisation générale du système nerveux, il faut savoir que notre système nerveux est composé de deux parties, donc système nerveux central et système nerveux périphérique. Le système nerveux central étant composé de l'encéphale et de la moelle épinière. Et le système nerveux périphérique, il est composé d'un ensemble de neurones qu'on appelle voies afférentes et efférentes. Au fait, je vais vous donner un petit exemple. Si un élément chaud va toucher mon derme, il y aura des récepteurs au niveau de ma peau qui vont capter donc cette sensation, mais on va pas s'en apercevoir de cette sensation. Donc, on aura besoin de d'autres éléments pour pouvoir réagir. Et la réaction là, ça sera de retirer notre main pour lui empêcher d'être endommagé par la chaleur. Donc, c'est une réaction donnée donc, qui, suite à donc, au fait que la chaleur, l'élément chaud a touché mon derme, j'ai retiré donc, ma main en infraction de secondes, mais il y a toute une boucle qui s'est faite avant que je puisse retirer ma main. Il y a eu les récepteurs qui sont présents dans mon derme, qui sont connectés à ce qu'on appelle les voies afférentes, à un ensemble de neurones, puisqu'on avait dit que le neurone, la fonction terre, c'est de transmettre l'information sous forme d'un flux. Donc, il y aura la transmission de cette information jusqu'au niveau du système nerveux. Au niveau du système nerveux, il y aura l'intégration, il y aura le décodage de ce code envoyé par la périphérie. Et quand on dit voie afférente, ça veut dire que c'est une information qui a été transmise de la périphérie jusqu'au niveau du centre. Une fois le code a été décodé au niveau du système nerveux et intégré, il y aura un recodage et une retransmission donc, de cette information, toujours
par des voies donc, nerveuses, donc par ce qu'on appelle les voies efférentes. Ça veut dire elles effèrent, elle sort du centre et elle va rejoindre de nouveau la périphérie. Cette fois-ci, ça sera au niveau d'un organe effecteur. Comme pour cet exemple, ça sera donc l'effecteur, là, c'est le muscle. Puisque j'ai retiré ma main, donc c'est les muscles de ma main qui ont permis cet acte ou là, cette réaction. Voilà, il faut toujours garder cette boucle, donc un récepteur, une voie afférente connectée à ce récepteur qui va jusqu'au niveau du système nerveux pour l'intégration et le décodage et il y aura retour donc de l'information par ce qu'on appelle les voies afférentes jusqu'au niveau de l'effecteur. Donc l'ensemble de ces voies afférentes et efférentes va composer ce qu'on appelle le système nerveux périphérique. Ces voies efférentes, à leur tour, ils seront composées de ce qu'on appelle le système nerveux somatique. C'est le système aussi appelé le système de la volonté. C'est-à-dire il va innerver tout ce qui est muscles squelettiques, donc les muscles qui vont constituer notre squelette, donc muscles des membres supérieurs, inférieurs, muscles de la face, muscles du tronc, muscles du dos, etc. Et on aura aussi le système nerveux autonome, appelé aussi système nerveux involontaire ou système nerveux végétatif. Ce système nerveux va innerver tout ce qui est muscles lisses, cœur et glandes. Donc muscles lisses comme les muscles digestifs. Et donc ça échappe à notre volonté, parce que on va donc manger quelque chose, mais on ne va pas donner l'ordre à nos muscles digestifs pour la digestion, là, pour l'absorption. Donc ça se fait de façon automatique. La même chose pour le corps. Donc je ne peux pas accélérer ou diminuer mes battements cardiaques. Donc ça échappe aussi à ma volonté. Il faut savoir que le corps, il fait l'exception parce que le muscle constituant le corps est un muscle strié, comme les muscles squelettiques, mais il n'est pas sous le contrôle du système nerveux somatique, mais il est sous le contrôle du système nerveux autonome. Nos glandes aussi qui sécrètent les différentes hormones, comme la glande thyroïde, le pancréas, les surrénales, etc., ils sont sous la commande de ce système nerveux autonome. Ce dernier serait composé du système nerveux donc sympathique et parasympathique. Donc on va reprendre tous ces aspects dans des cours différents. Donc, système nerveux végétatif à part, le système nerveux somatique, essentiellement l'étude des muscles squelettiques à part. Donc ça, c'était pour l'organisation du système nerveux. Le traitement des stimulations et le codage de l'information, on le verra lors du prochain cours. Ça sera le cours de la transmission synaptique. Arrivons donc à la description du neurone. Pour la description du neurone, bon, pour les cellules de soutien, vous n'êtes pas obligé de les apprendre. Donc, apprenez donc à connaître la description du neurone. Donc, les neurones existent en quantité importante dans notre corps. Il existe jusqu'à 10 à la puissance 10 cellules nerveuses et vous allez déduire que les cellules gliales ou les cellules de soutien vont être plus importantes. Le nombre va être plus important car une seule cellule est entourée de plusieurs cellules de soutien. Donc, le nombre va atteindre les 10 jusqu'à 50 fois le nombre des cellules nerveuses. Donc, de manière habituelle, ce neurone serait constitué d'un corps cellulaire qu'on appelle l'axone. Voilà, donc le soma, qu'on appelle plutôt le soma, pardon. Ce soma sera donc prolongé par deux types de prolongements qui seront donc les dendrites donc en haut et l'axone en bas. Et pour toute cellule, donc l'élément le plus important sera donc le noyau cellulaire. Donc le soma serait donc le lieu de ce noyau cellulaire. Et cet axone, donc dans certains neurones, sera entouré de ce qu'on appelle les cellules de Schwann. Ces derniers vont sécréter une matrice protéique appelée la myéline, donc formant ce qu'on appelle la gaine de myéline autour de cet axone. Donc cette gaine de myéline va venir donc s'étrangler à un certain niveau de l'axone et elle va donc reprendre sa formation. Et ces différents étranglements, on les appelle nœuds de Ranvier.
qu'on verra l'intérêt de ces nœuds de Ranvier dans la vitesse de transmission de l'influx nerveux par la suite. Voilà, c'était pour l'aspect général ou la description générale du neurone. Arrivant, bon, pour la classification aussi, vous ne prenez pas compte. Arrivant à l'objectif essentiel de notre cours, qui est les principes de l'électrophysiologie. Au fait, toutes les cellules de l'organisme sont polarisées. Qu'est-ce que ça veut dire polarisées? Ça veut dire qu'il existe une différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Et quand on dit au repos, qu'est-ce que ça veut dire un neurone, plus précisément, donc un neurone au repos? Ça veut dire que c'est un neurone qui ne fait pas son travail. Il ne va pas transmettre de l'information. Donc, il est au repos. Il n'est pas en mission. Donc, et la membrane donc, de ce neurone serait polarisée. Ça veut dire les charges qui vont être distribuées à l'intérieur et à l'extérieur de cette membrane seront différentes. Donc, l'extérieur de la membrane serait, le milieu extérieur serait positif et le milieu intérieur, donc l'intérieur du neurone, serait positif, serait négatif. Donc, vous allez me dire, mais pourquoi elle existe cette différence de potentiel? Cette différence de potentiel, déjà, elle a été détectée par un appareil qui en introduisant une électrode à l'intérieur et en laissant un autre électrode à l'extérieur, ils ont remarqué donc une différence de potentiel. Il faut savoir que dans une cellule musculaire, la différence du potentiel est de moins 90 millivolts et que dans la cellule nerveuse, la différence du potentiel est de moins 70 millivolts. La question qui va se poser, quelle est l'origine, pourquoi existe-t-il cette différence de potentiel même au repos? En fait, cette différence ou ce potentiel de membrane, il existe grâce à l'inégalité ou à la répartition inégale des ions essentiellement du sodium et du potassium entre l'intérieur et l'extérieur de la membrane. Donc, sodium sous l'abréviation de Na et le calcium, plutôt le potassium K+. Pourquoi K+? Parce que c'est un savant allemand qui l'a découvert et il l'a appelé kalium. C'est pour ça qu'on attribue la lettre K pour le potassium. Donc, il existe une différence de potentiel, plutôt une différence de concentration entre ces deux ions, entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Il y a le sodium qui est le 400. Un ion, quand il a une charge positive, on l'appelle 400, et quand il a une charge négative, on l'appelle anion. Donc, le sodium est le 400 ou l'ion le plus important, le prédominant du milieu extracellulaire, et le potassium est l'ion le plus important, le prédominant au niveau du milieu intracellulaire. Alors que la concentration du sodium, elle est 14 fois plus importante à l'extérieur de la cellule qu'à l'intérieur, et que le potassium est pratiquement 35 fois plus, sa concentration est plus élevée qu'à l'intérieur de la cellule. Donc, cette inégale répartition des ions, en particulier sodium et potassium, elle est due essentiellement à quoi? Déjà, le sodium doit rester à l'extérieur de la cellule. Pourquoi? Parce que s'il va rentrer à l'intérieur de la cellule, il y aura les mouvements d'eau. Il y a un élément qui va suivre les mouvements du sodium. Il s'agit de l'eau. Et si le sodium va rentrer ou là va être présent, il va rentrer, il va sortir, on verra. Mais s'il reste, c'est-à-dire de façon permanente, en grande quantité à l'intérieur de la cellule, il y aura l'eau qui va suivre et il y aura un éclatement des cellules de l'organisme. Alors que pour le potassium, s'il va sortir à l'extérieur, il va résider longtemps à l'extérieur de la cellule, on tombera dans une situation qu'on appellera l'hyperkaliémie, donc kalium, donc hyperkaliémie. L'hyperkaliémie, elle est dangereuse. Elle peut provoquer des manifestations neurologiques, mais essentiellement cardiaques, qui peuvent aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. Du point de vue donc chimique ou la biochimie, qu'est-ce qui va se passer? Puisque
le sodium est prédominant à l'extérieur et le potassium est prédominant à l'intérieur, la nature elle a tendance à équilibrer les milieux. Et donc, par le potentiel de diffusion, le sodium a tendance à rentrer à l'intérieur de la cellule et le potassium a tendance à sortir. Donc, les ions vont partir du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré en ce dernier. Donc, tout à fait, le sodium a tendance à rentrer et le potassium à sortir par la différence donc de potentiel créé de part et d'autre de la membrane. Pour calculer le potentiel de l'équilibre, on va s'en servir de l'équation de Nernst qui serait égale à moins 2,3 RT sur ZF, en sachant que les moins 2,3 RT sur F est une constante qui est toujours égale à 60 millivolts, alors que Z, il s'agit de la charge de l'ion. Pour le sodium, elle est égale à plus 1, pour le potassium, elle est égale à plus 2, et pour le chlore, elle est de moins 1. Logarithme 10, c'est la différence de concentration intra- et extracellulaire de cette ion. Pour le sodium, elle serait ce potentiel d'équilibre serait de plus 40 millivolts. Pour le potassium, il est de moins 75 millivolts. Et pour le chlore, il serait de moins 70 millivolts. Il existe aussi de part et d'autre de cette membrane des canaux qu'on appelle les canaux de fuite. Donc, ils seraient responsables du flux passif des ions sodium et potassium. Donc, jusque-là, vous remarquez que le passage du sodium ou du potassium à travers la membrane, il se fait soit de façon libre, comme on avait vu lors des potentiels de diffusion et d'équilibre, ou là, à travers ces canaux, mais tout ça est passif. Ça veut dire que ça ne demande pas de l'énergie. On n'a pas besoin d'énergie pour véhiculer ces deux ions. Donc, les canaux de fuite qui existent, on avait dit de part et d'autre de la membrane, essentiellement donc pour le potassium, et qu'il faut noter que la perméabilité membranaire à ces différents ions, elle est différente. Elle est plus importante pour le potassium que pour le chlore et beaucoup moins importante pour le sodium. Serait égale à 0,003. Cette différence de perméabilité membranaire, elle s'expliquera par le fait que les canaux de fuite pour le potassium seront plus importants que pour le chlore ou pour le sodium. Donc, il existe peu de canaux de fuite pour le sodium et il existe un nombre important pour le potassium. Une remarque que le calcium ou la membrane plasmique est complètement imperméable au calcium et qu'il n'existe aucune protéine membranaire qui permet de laisser passer librement cet ion. On verra lors des prochains cours, essentiellement la transmission synaptique et l'étude du muscle strié et les transports aussi membranaires, comment le calcium pourra traverser donc, cette membrane plasmique. Donc, arrivant, on avait dit que le sodium doit rester le lion le prédominant du milieu extracellulaire et le potassium doit rester intégré à l'intérieur donc, de la membrane. Quel est donc l'élément qui va nous permettre cette règle? Ça serait c'est-à-dire un douanier très puissant qui serait donc la pompe à sodium, potassium, ATPase. Il s'agit d'une pompe qui permet de réintégrer le potassium à l'intérieur de la cellule et le sodium de le faire sortir à l'extérieur de la cellule en utilisant de l'énergie. Donc, elle est dotée d'une enzyme qu'on appelle l'ATPase qui permet d'hydrolyser donc l'ATP et de fournir donc l'énergie régénérée pour cette pompe pour qu'elle puisse donc travailler de façon simultanée mais inégale en faisant rentrer ou la sortir les ions essentiellement sodium et potassium. Donc elle fait relarguer 3 ions de sodium contre la réintégration ou l'entrée de 2 ions de potassium simultanément, ça veut dire en même temps, inégalement, c'est par rapport au nombre donc, des ions. Ce qui va expliquer, puisque 3 molécules de sodium sont expulsées de la cellule vers l'extérieur à la fois, donc ce qui va expliquer la positivité externe. Vous allez me dire, mais pourquoi l'intérieur est négatif? Au fait, on avait dit que la fonction principale d'une cellule est de produire des protéines. Et les protéines sont considérées comme des anions non diffusifs. Ça veut dire qu'ils ont une charge négative
à laquelle vont être additionnés les phosphates, qui sont aussi des charges, qui ont une charge négative, ce qui va donner la négativité, qui va attribuer la négativité du milieu intracellulaire. Donc, on va récapituler en tout. Donc, il y aura une augmentation de la diffusion extracellulaire du chlore, une rétention en intracellulaire du potassium et une rétention extracellulaire du sodium. La finalité va être donc ce qu'on va appeler au fait l'équilibre de Gibbs-Donon. C'est l'équilibre de Gibbs-Donon. Donc, on a schématisé dans un schéma. Donc, vous allez sous-entendre qu'on est dans un neurone, puisque la DDP, la différence du potentiel, est de moins 70 millivolts et que la concentration en extracellulaire du sodium est plus importante que celle sa concentration en intracellulaire. Elle est de 144 millimoles à l'extérieur contre une concentration de 10, je crois, voilà, de 10 millimoles à l'intérieur et une concentration du potassium qui est de 160 millimoles contre une concentration de 4 millimoles en extracellulaire. J'ai schématisé donc deux canaux de feed pour le potassium pour dire qu'il existe un nombre plus important de canaux de feed pour le potassium que pour le sodium. Il y a les protéines ici, les phosphates qui ont une charge négative qui vont attribuer donc la négativité à l'intérieur de la cellule. Et il y a l'élément le plus important qui va permettre cette différence de concentration entre l'intérieur et l'extérieur de la membrane concernant ces deux ions, donc sodium et potassium, qui est la pompe à sodium, potassium ATPase, qui va permettre la sortie du sodium et l'entrée du potassium en quantité donc, inégale, 3 molécules contre une molécule pour le potassium, en utilisant donc l'énergie qui est donc régénérée par l'hydrolyse de l'ATP. Voilà, ça c'était pour le potentiel de membrane. On passera donc au potentiel d'action. Quand un nerf donc sera stimulé, qu'est-ce qu'on aura comme réaction du point de vue donc, électrique et du point de vue ionique? Donc, ce potentiel d'action, c'est une propriété des cellules excitables. Donc, ce n'est pas n'importe quelle cellule. Cette différence de potentiel, elle existe dans toutes les cellules, mais qu'est-ce qu'une cellule excitable? Ça veut dire que c'est une cellule qui est prête à changer cette polarisation, donc à n'importe quel moment. Donc, elle est prête à répondre aux différents stimulus, donc physiques, chimiques ou la mécanique. Elle consiste dans un premier temps à une dépolarisation rapide qui serait suivie d'une repolarisation de cette membrane plasmique. Donc, on aura une inversion soudaine et transitoire du potentiel de membrane. On avait dit que l'intérieur et l'extérieur de la cellule, l'extérieur était positif, l'intérieur est négatif. Pour cette dépolarisation soudaine et transitoire, il y aura l'extérieur qui serait négatif et l'intérieur qui serait positif. Ensuite, on aura une repolarisation, ça veut dire le retour à l'état initial, mais on verra donc la différence entre potentiel de membrane et repolarisation. Il y a certaines définitions qu'il faudrait donc retenir. Qu'est-ce qu'excitabilité? Donc, on avait dit que c'est le pouvoir que possèdent certaines cellules, essentiellement les neurones et les cellules musculaires, qui seront le siège de certaines modifications brutales et rapides de leur polarisation. Donc, ils vont réagir à un stimulus et ils vont le convertir en un influx nerveux. Ça veut dire, depuis tout à l'heure, on est en train de dire charge positive, négative, entrée du sodium, potassium, mais ce n'est pas un jeu, ce n'est pas pour rien. Le but final, il ne faut pas oublier, le but final, c'est de transmettre une information sous forme donc d'un flux nerveux. Qu'est-ce qu'un stimulus? Donc, on appelle un stimulus toute condition environnementale qui serait capable de modifier le potentiel de membrane. Elle peut être, ce stimulus ou cette condition peut être électrique, chimique ou mécanique. Et aussi, il faudrait savoir qu'est-ce qu'un seuil d'excitabilité. Donc, le seuil d'excitabilité est une valeur du potentiel de membrane à laquelle la survenue d'un potentiel d'action est inévitable. Donc, pour les cellules musculaires et nerveuses, l'intervalle du seuil d'excitabilité, il serait situé entre moins 65 millivolts et moins 55 millivolts. Donc, une stimulation qui va atteindre ce seuil va provoquer un potentiel d'action qui serait dit liminaire. Donc,
au-dessus, donc au-dessous de ce seuil, on appellera la stimulation infraliminaire ou la sous-liminaire. Donc, il n'y aura pas un déclenchement forcément d'un potentiel d'action, mais au-delà, donc au-dessus de ce seuil, la stimulation va provoquer un potentiel d'action supraliminaire. Donc, on verra aussi l'importance de cette stimulation supraliminaire. Donc, quelles sont les conditions d'efficacité d'un excitant? Donc, l'intensité à elle seule ne va pas suffire. Donc, elle va se situer entre moins 65 et moins 55, mais elle ne va pas suffire l'intensité à elle seule. Elle va dépendre aussi de la durée de stimulation. Ça veut dire la durée de l'exposition de cette membrane neuronale ou la musculaire à ce stimulus. Donc, la durée, elle est importante avec l'intensité, mais aussi la vitesse d'établissement du courant. Donc, la vitesse d'établissement du courant, elle va commencer par ce qu'on appelle la climalie, ça veut dire le seuil d'établissement du courant à partir d'une vitesse seuil et d'une intensité et d'une durée donnée. Donc, ce potentiel, ce stimulus est dit donc efficace et il pourra donc déclencher un potentiel d'action. Donc, vous pouvez voir, c'est la courbe d'intensité en milliampères en fonction de la durée. Là, ils vous disent l'aréoba. Ça veut dire pour un neurone donné, l'intensité. L'aréoba, c'est l'intensité seuil, donc à partir de laquelle un potentiel d'action va être déclenché. Donc, une intensité de 1 milliampère va déclencher un potentiel d'action, mais on avait dit que l'intensité ne suffit pas, donc elle a besoin d'un temps utile qui serait dans ce cas de 3 millisecondes, comme vous voyez sur le graphe, de 3 donc, millisecondes pour qu'on puisse donc déclencher un potentiel d'action. Si on va utiliser la double réoba, ça veut dire le double de l'intensité utilisée pour déclencher ce potentiel d'action qui serait là de 2 milliampères. Vous remarquez que cette intensité a besoin de ce qu'on appelle la chronaxie. Ça veut dire la chronaxie, c'est le temps pour lequel on applique une double réobase. Donc, le temps sera raccourci. Donc, on a besoin de la moitié du temps pour donc la durée d'exposition de cette membrane neuronale ou la musculaire, elle serait de 1 milliseconde dans ce cas, 1,5 donc secondes dans ce cas, pour pouvoir déclencher un potentiel d'action. Donc, au fait, l'intérêt de doubler l'intensité ou d'augmenter l'intensité, c'est de raccourcir donc le temps d'exposition de cette membrane au stimulus. Donc, arrivons aux bases ioniques du potentiel d'action. Qu'est-ce qui va se passer exactement à travers cette membrane une fois ce stimulus est efficace, ça veut dire avec un temps, intensité et vitesse d'établissement du courant suffisante. Une fois les conditions réunies, il y aura donc un déclenchement d'un potentiel d'action. Qu'est-ce qui va se passer exactement à travers la membrane du point de vue ionique? Donc, on avait dit quand la dépolarisation initiale atteint le seuil d'excitabilité, c'est-à-dire ce neurone, il est capable cette membrane est capable d'être excitée, il faut d'abord savoir que à travers aussi de part et d'autre de cette membrane, il existe des canaux qu'on appelle les canaux voltage dépendants. C'est des canaux ioniques, voltage dépendants. Il existe les canaux sodiques et il existe les canaux potassiques. Donc, les premiers qui vont être sollicités par le potentiel et le stimulus seraient donc les canaux voltage, les canaux sodiques voltage dépendants. Ces canaux voltage sodique ou la potassique dépendants, lors du potentiel de membrane, ils existaient, mais ils étaient fermés. Donc, un neurone excitable ou une cellule excitable, ça veut dire qu'elle possède de ces canaux voltage dépendants et que la première cible de ce stimulus serait les canaux sodiques voltage dépendants. Donc, une fois un stimulus vient et qu'il atteint le seuil et qu'il a toutes les conditions réunies, il va aller frapper sur ces canaux sodiques voltage dépendants. Ces canaux sodiques voltage dépendants vont permettre donc un flux, je dis bien massif, je souligne sur le mot massive, parce qu'il y aurait une entrée très importante
des ions sodiques à l'intérieur de la cellule, ce qui va rendre l'intérieur de la cellule positif. Donc la différence de potentiel pourrait atteindre les plus 30 millivolts, ce qui va rendre l'intérieur positif et l'extérieur négatif. C'est ce qu'on appelle la dépolarisation. Donc, elle est due suite à une entrée massive par l'excitation, par l'ouverture de ces canaux sodiques voltage dépendants. Et de ce fait, donc, la pompe à sodium-potassium ATPase, elle serait dépassée pour ces quelques secondes. Oui, il va se passer ce potentiel d'action, elle serait dépassée. Et par la suite, lors d'une deuxième phase, il y aura il y aura la sollicitation des canaux potassiques voltage dépendants. Donc, ils vont s'ouvrir et il y aura la sortie aussi massive des ions de potassium vers l'extérieur de la cellule. Il va donc migrer de l'intérieur vers l'extérieur de la cellule. Donc, arrivant donc à la description de ce potentiel d'action, donc comme vous le voyez, on est dans une cellule nerveuse car le potentiel de repos est de moins 70, on démarre de moins 70 millivolts pour arriver jusqu'à plus 30 et on va revenir. Donc, la phase A, c'est ce qu'on appelle la phase de latence, c'est la durée ou le temps latent qui va prendre le nerf pour réagir. Donc, c'est le temps entre l'exposition, le temps nécessaire pour stimuler le neurone et le début donc, de la réaction, le début de la stimulation, qui va être donc poursuivi de la phase B, qui est la phase de dépolarisation, qui se traduit du point de vue ionique par l'entrée massive du sodium. Elle serait suivie d'une phase de repolarisation, qui va être expliquée du point de vue ionique par la sortie massive du potassium. Cette sortie, elle va être un peu exagérée, elle va se poursuivre, elle est plus lente que celle du sodium, et on aura donc la phase B qu'on va appeler la phase d'hyperpolarisation. Donc, le potassium va continuer à sortir. Après, il y aura la pompe à sodium-potassium ATPase qui s'est ressaisie. Donc, elle va reprendre sa fonction et elle va faire sortir le sodium et va faire rentrer donc, le potassium à l'intérieur de la cellule pour revenir à l'état initial qui est de la membrane interne, qui est ce qu'on appelle le potentiel de repos. Là, la différence du potentiel va revenir à moins 70 millivolts. Donc, deux notions importantes à retenir, c'est les périodes réfractaires. Donc, on a une période réfractaire absolue et on a une période réfractaire relative. Au fait, la période réfractaire absolue correspond à la période pendant laquelle un autre potentiel d'action ne peut pas être déclenché. Si je viens à la phase B ou la phase C de dépolarisation ou la repolarisation, je vais appliquer un autre stimulus, même s'il est plus fort que le premier, donc il n'y aura pas un déclenchement d'un autre stimulus, ou plutôt d'un autre potentiel d'action, pardon. Il n'y aura pas un déclenchement d'un autre potentiel d'action, parce que la cellule, quand on l'a stimulée en premier, il faut qu'elle fasse passer le premier message, là, la cellule nerveuse. Il faut qu'elle fasse passer le premier message pour qu'elle puisse être prête à faire passer un deuxième message. Et elle serait prête de faire passer un deuxième message ou là, être stimulée de nouveau, et non seulement lors du retour au repos, c'est-à-dire au potentiel de repos, mais elle serait prête lors de la phase de l'hyperpolarisation. Parce que, au fait, au cours de cette période, la membrane sera hypoexcitable. Il y aura une hypoexcitabilité par l'exagération de la sortie du potassium à l'extérieur de la cellule. Et là, elle pourrait être sensible. Donc, si on applique un stimulus qui est plus intense en termes d'intensité, qui est plus intense que celui du premier stimulus, on pourra donc déclencher un autre potentiel d'action sans être obligé à retourner à l'état initial de la cellule, ce qu'on appelle la phase réfractaire relative. À partir de cette phase, on pourra on pourra donc déclencher un autre potentiel de membrane, un autre potentiel d'action, pardon. On va venir expliquer ça par rapport aux canaux, parce que c'est surtout les canaux voltage dépendants, c'est les acteurs les plus importants de ce potentiel d'action.
Pour les canaux de FIT, donc quel que soit donc potentiel de repos, la potentiel d'action, les différentes phases du potentiel d'action, donc ils seront toujours ouverts. Pour les canaux voltage dépendant sodique ou la potassique, ben, ça sera différent. Lors du potentiel de repos, ils seront fermés, mais il faut savoir que les sodiques seront activables. Ça veut dire activables, ça veut dire elles sont prêtes à être excitées. C'est ce qui définit donc une cellule excitable. Ça veut dire qu'elle possède ces canaux voltage dépendants qui sont, malgré qu'il y a le potentiel de repos, qui sont fermés, mais qui sont activables. Ça veut dire ces canaux, ces cellules, elles sont prêtes à être stimulées parce que leurs canaux voltage dépendants, sodiques essentiellement, sont activables. Ils sont prêts à recevoir un stimulus. Lors toujours du potentiel de repos, les potassiques sont fermés. Les sodiques voltage dépendants seront ouverts lors de la dépolarisation, puisqu'on avait dit que ce stimulus, la cible la première cible étant ces canaux sodiques voltage dépendants, donc ils seront ouverts. Les potassiques sont toujours fermés, ils seront sollicités lors de la repolarisation, donc ils seront ouverts lors de la repolarisation. Et les sodiques voltage dépendants lors de la repolarisation, ils seraient fermés, mais aussi inactivables. C'est ce qui explique la période réfractaire absolue. Pourquoi le nerf, la membrane du nerf, du muscle, elle ne peut pas répondre à un autre stimulus, même s'il est plus important lors des phases de dépolarisation et repolarisation. Lors de la dépolarisation, ils sont déjà ouverts, et lors de la repolarisation, parce qu'ils sont fermés et inactivables. Donc, ça traduit et ça explique la période réfractaire absolue. Le premier message serait donc passé, ben, on pourra, le neurone pourrait passer un deuxième message. C'est ce qui correspond lors de la période d'hyperpolarisation à la période réfractaire relative. À l'âge parce que les canaux sodiques voltage dépendants sont fermés, mais ils sont activables. Donc, on revient au potentiel de repos. Mais ce n'est pas le potentiel de repos. Du point de vue ionique, les canaux sodiques voltage dépendants, ils ont la même forme. Ils sont fermés, activables. C'est pour ça qu'on pourra déclencher à nouveau un potentiel d'action à partir de cette phase d'hyperpolarisation sans pour autant revenir au potentiel de repos. Voilà, donc un petit mot sur les substances qui modifient la perméabilité membranaire. On a une fois qu'on a étudié, qu'on a maîtrisé les mécanismes de l'électrophysiologie, là on peut jouer sur la perméabilité de cette membrane, là où on veut. Par exemple, si on veut pratiquer une intervention chirurgicale, on aurait besoin d'anesthésion comme la procaïne, et le calcium, il a les mêmes effets que les anesthésies comme la procaïne en diminuant la perméabilité au sodium. En fait, ils vont agir au niveau des canaux voltage dépendants, et ces canaux vont être fermés ou là, ils ne vont pas pouvoir faire passer le sodium. Donc, on va diminuer la perméabilité au sodium. Donc, une augmentation de la concentration en extracellulaire du calcium, elle rend la cellule moins excitable. C'est-à-dire qu'il faut augmenter le seuil de l'intensité pour que la personne puisse, le patient puisse se sentir. Le contraire, si on va diminuer la concentration du calcium dans le sang, donc l'excitabilité membranaire, elle va augmenter, et on va là diminuer le potentiel seuil, il va devenir plus bas pour pouvoir exciter cette membrane. Il y a aussi la tétrodotoxine qui est une toxine animale. On ne va jamais l'utiliser en gland parce qu'elle est très puissante. Elle va bloquer les canaux sodiques voltage dépendants. Elle va les bousiller parce qu'elle est très importante, et elle est 2500 fois plus puissante que la procaïne. En général, on l'utilise en laboratoire pour faire des études. Elle provoque une paralysie totale. La troisième molécule qui est le tétraéthylammonium, il permet le blocage des canaux sodiques, plutôt potassiques voltage dépendants. Donc, ils vont interdire la sortie du potassium à l'extérieur de la cellule. Le suxaméthonium, donc, il va provoquer une dépolarisation prolongée et réversible en agissant sur ce qu'on appelle les canaux sodiques ligand dépendants.
Donc, on va les traiter avec les canaux lors du cours des transports membranaires. Pour la propagation du potentiel d'action, s'intéressera essentiellement à la vitesse donc, de la propagation, donc qui va dépendre du diamètre de l'axone, elle va dépendre de la présence ou non de la gaine de myéline, mais aussi de la température ambiante. Donc il faut savoir que les axons les plus gros, ils vont conduire l'influx nerveux plus vite. Donc comparant, si on prend un neurone qui a un axone important, un gros neurone ou un gros nerf va conduire l'information plus vite qu'un petit nerf. À diamètre égal, si on a deux neurones, les deux nerfs qui sont à diamètre égal et que l'un ait une gaine de myéline ou l'autre il ne possède pas, c'est un neurone amyélénique. Celui qui possède une gaine de myéline va transporter donc l'information plus vite que celui qui n'en a pas. Pour la température, il faut savoir que le froid va diminuer la vitesse de propagation des potentiels d'action. La chaleur, par contre, elle va bousiller donc le nerf et il n'y aura pas carrément la chaleur. Quand je dis chaleur, ça veut dire au-delà de 37 degrés, à partir de 40-50 degrés, parce que la composition essentielle donc, des nerfs et les protéines qui vont être détruites et on n'aura pas une transmission de l'information. Voilà, ça c'était un tour sur la physiologie du nerf. Donc, on verra la prochaine fois la transmission synaptique. Je vous remercie pour votre attention.